que donc la personne est fictive. Donc, on va l'appeler Claudie. Cette femme, elle a 62 ans et elle souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale. C'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnement de ses reins s'est dégradé depuis plusieurs années maintenant et que jusque-là, elle avait des dialyses, par exemple, qui étaient plusieurs fois par semaine, et puis elle avait d'autres traitements à côté, mais que malheureusement, malgré tout ça, son insuffisance rénale s'est vraiment dégradée et qu'elle arrive à un stade terminal. Donc, son médecin traitant, il a mis en place des soins palliatifs à domicile pour venir compléter les soins curatifs qu'elle a encore à ce jour. Et donc là, on va voir finalement comment ça peut se passer. Donc à domicile, par exemple, il peut faire intervenir une équipe mobile de soins palliatifs, donc ce qu'on appelait tout à l'heure les EMSP. Et donc cette équipe, elle pourrait venir par exemple une fois par semaine chez Claudie pour effectuer les missions suivantes. Donc, comme on l'a dit, très important d'abord, évaluer et soulager la douleur de Claudie. Dans un second temps, ça va être aussi s'assurer vraiment de son confort, donc être sûr que cette équipe puisse venir lui apporter des solutions pour que Claudie, elle soit à domicile, qu'elle soit dans une situation palliative, mais qu'elle soit surtout dans un bien-être. Ce qui est très important dans la notion de soins palliatifs, c'est le bien-être et le confort. Ensuite, il va y avoir la recherche d'éventuelles autres souffrances. Donc là, on va entendre par là des souffrances qui ne sont pas que physiques, donc pas que des douleurs, mais aussi des souffrances psychologiques avec un mal-être peut-être vis-à-vis de cette situation. Une souffrance sociale si peut-être Claudie est isolée et ne voit par exemple pas ses enfants ou ne voit pas d'autres proches. Et puis elle peut également souffrir spirituellement. Ensuite, cette équipe mobile de soins palliatifs, l'idée aussi, c'est qu'elle préserve au maximum sa qualité de vie. Alors du coup, elle va lui proposer de faire le lien avec différents organismes qui peuvent être sur son territoire, qui peuvent être autour de chez elle pour renforcer si nécessaire, par exemple, des aides à domicile pour l'aider vraiment à vivre ce moment le mieux possible. Et puis pour terminer, cette équipe, elle va aussi être là pour écouter et soutenir cette personne mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ses proches et donc potentiellement son mari. Donc maintenant que j'ai fait le tour du concept, on va dire plutôt, de soins palliatifs, je vais laisser Gabriel reprendre sur les dispositifs qui sont relatifs à l'accompagnement de la fin de vie. Donc, pour revenir sur ces dispositifs qui sont relatifs à l'accompagnement de la fin de vie et qui permettent, entre autres, en fait, d'anticiper cette période qu'est la fin de vie, on souhaitait vous faire un bref retour sur le cadre législatif qui a permis justement l'essor et l'émergence de ces dispositifs. Donc, on est vraiment sur un corpus législatif d'une petite trentaine d'années, avec la première loi en 1995 qui a consacré vraiment le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. Ça veut évidemment pas dire qu'avant 1995, la douleur n'était pas soulagée, et qu'elle n'était pas prise en charge et en compte. Ça veut simplement dire que on était quand même dans un paradigme qui disait qu'en fait, si on était malade en fin de vie, la douleur faisait partie en fait de cette fin de vie, de la maladie, et que on pouvait la soulager comme on pouvait, mais que c'était pas, voilà, qu'elle en faisait partie. À partir de 95, on s'est dit que non, il y avait vraiment un droit à ce que cette douleur soit soulagée, que c'était pas normal de souffrir, même si on est en fin de vie et même si on a une maladie incurable. Ça a été suivi assez rapidement par la loi de 1999 qui a pour la première fois mentionné donc le droit d'un accès égal et universel à des soins palliatifs et à un accompagnement de fin de vie. Ensuite, il y a eu la loi Kouchner de 2002 dont vous avez sûrement entendu déjà parler, qui a consacré donc le droit d'être informé sur son état de santé, le droit d'accéder à son dossier médical et surtout le droit de consentir aux soins. Et en miroir de ce droit de consentir aux soins, le législateur a reconnu le droit de refuser un traitement. C'est-à-dire que tout patient peut refuser un traitement quand bien même ce refus de soins aurait des conséquences vitales. La loi Kouchner a également reconnu le droit de désigner une personne de confiance. Ça, on va y revenir par la suite. En 2005, il y a eu la loi Leonetti, donc vraiment première grande loi sur l'accompagnement en fin de vie, qui a consacré le droit de rédiger ces directives anticipées. Pareil, on va revenir dessus. Et qui a consacré l'interdiction pour les médecins d'entrer dans ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable.
En fait, c'est ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Peut-être que ça vous parle plus ou que l'obstination déraisonnable vous parle. C'est vraiment, voilà, pareil, on va revenir dessus. C'est vraiment l'idée que si les soins sont inutiles et disproportionnés, le médecin doit les arrêter. En 2016, il y a eu la loi Claes-Leonetti, donc c'est vraiment la dernière loi en vigueur et la loi sur laquelle on s'appuie à l'heure actuelle, qui a renforcé les dispositifs de personnes de confiance et de directives anticipées et qui a introduit le droit de chacun d'accéder à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. On reviendra sur les conditions d'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès et ensuite. Donc pour l'instant, on est vraiment sur cette loi de 2016. Vous avez sûrement entendu parler depuis un peu plus de 2 ans d'une reprise progressive des débats sur une éventuelle loi sur la fin de vie en France. On va y revenir à la fin de cette présentation. Donc voilà, on vous présentera ça tout à l'heure. Pour rentrer vraiment dans les dispositifs qui permettent l'anticipation justement de ces situations de fin de vie, on va vous présenter tout d'abord la personne de confiance. Donc, la personne de confiance, c'est une personne qui est désignée par le patient pour l'accompagner dans son parcours médical et le représenter au moment où le patient ne pourra plus s'exprimer. Donc, qui peut être cette personne de confiance? En fait, ça peut être enfin, le patient peut désigner n'importe qui. Ça peut être un parent, un proche, c'est souvent le médecin traitant ou ça peut être tout autre professionnel de santé. L'enjeu, évidemment, c'est que ça doit être quelqu'un que le patient connaît bien et en qui il a confiance, évidemment, et ça doit être quelqu'un qu'il désigne et avec qui il a pu discuter de ce sujet quand même assez intime qui est ses perceptions sur la fin de vie, ses volontés en termes de prise en charge pour sa fin de vie. Donc c'est quand même quelqu'un qui doit, voilà, avec qui le patient s'est senti confortable et à l'aise pour aborder ce sujet. La personne de confiance, elle peut être désignée donc sur un papier libre, sur une feuille blanche, donc voilà, en mentionnant bien son nom, prénom, ses coordonnées, et puis il faut qu'elle signe évidemment ce papier. Sinon, il y a aussi des formulaires qui sont un formulaire qui est disponible sur Internet, sur le site du ministère de la Santé, et vous pouvez aussi désigner une personne de confiance dans le formulaire des directives anticipées. Évidemment, le patient doit déjà informer la personne de confiance et lui demander son accord sur si elle est d'accord d'endosser ce rôle. Et le patient doit informer ses proches et son médecin de l'existence de cette personne. Toute personne de confiance qui est désignée peut très bien refuser, en fait, parce que je vais revenir sur son rôle, c'est quand même un rôle majeur, assez important, et il faut réfléchir sur ses missions et ce que ça implique. Donc, sa première mission, c'est que elle accompagne le patient, si le patient souhaite, dans son parcours médical. Et de cette manière, elle peut l'aider à comprendre les informations qui sont transmises par le médecin. En fait, là, c'est l'idée selon laquelle parfois il y a des rendez-vous médicaux qui sont plus ou moins faciles à appréhender, des diagnostics qui sont posés, qui sont plus ou moins faciles à comprendre, et ça peut être précieux et facilitant en fait d'avoir une personne à ses côtés pour aider à comprendre tout ce que le médecin dit, à comprendre les alternatives, les choix qui s'offrent aux patients et voilà tout le diagnostic qui est posé. Donc c'est ça la première grande mission. La seconde et pas des moindres, c'est qu'elle représente le patient auprès du personnel médical si le patient ne peut plus s'exprimer. En fait, c'est vraiment un intermédiaire entre l'équipe médicale et le patient. Et c'est pour ça que ça implique que la personne de confiance ait pu échanger avec le patient auparavant sur ses souhaits en ce qui concerne sa prise en charge et ses volontés en termes de fin de vie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait du lien entre la famille et les proches et elle est consultée en priorité par l'équipe médicale pour éclairer les soignants sur le suivi d'une prise en charge. L'équipe médicale, lorsqu'il y a une situation comme ça où une personne ne peut plus s'exprimer et où ne connaît pas forcément ses volontés, se tourne en premier lieu vers la personne de confiance, mais se tournera aussi vers la famille, les proches qui sont vraiment au chevet du malade. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas, c'est vraiment le témoignage de la personne de confiance qui va prévaloir sur le témoignage de toute autre personne.
Donc c'est vraiment un rôle majeur et ça peut être facilitant donc, pour les équipes médicales d'avoir cette personne ressource et pour le patient de savoir que si à un moment donné il est plus en mesure de s'exprimer, quelqu'un pourra transmettre sa volonté. Parce qu'évidemment, il n'est pas question que la personne de confiance dise ce qu'elle souhaite, elle, pour le patient. Donc voilà pour ce qui est de la personne de confiance. On va poursuivre avec la présentation des directives anticipées. Donc les directives anticipées, toute personne majeure peut les remplir depuis 2005 et c'est un document sur lequel la personne peut indiquer ses volontés sur les choix à prendre en situation de fin de vie. En fait, c'est vraiment un document sur lequel la personne peut exprimer sa volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser les traitements ou actes médicaux, et où elle peut aussi mentionner d'autres informations comme ses attentes, ses craintes ou des limites qu'elle ressent concernant certaines situations de fin de vie ou des souhaits ou des croyances de nature non médicale. Euh, Ces volontés-là, qui sont recueillies dans les directives anticipées, elles permettent vraiment à l'équipe médicale et aux médecins de connaître la personne un peu mieux et de savoir quelle est la conduite à tenir pour respecter au maximum les souhaits de la personne. Parce qu'en fait, la personne, elle va rédiger ses directives anticipées à un moment où donc elle peut exprimer ses volontés pour anticiper le moment où elle ne pourra plus du tout s'exprimer et donc exprimer ses volontés en fin de vie. Et dans ce cas-là, il y a les directives anticipées qui permettent de voir si la personne, elle souhaitait absolument poursuivre tous les traitements ou si jamais elle ne voulait pas d'acharnement. Voilà, plein d'informations de ce type. Un peu à la manière de la personne de confiance, les directives anticipées, elles peuvent être rédigées sur papier libre, donc pareil, datées et signées. Et sinon, il y a des modèles prédéfinis qui sont disponibles sur le site du ministère de la Santé. Et il y en a un qui est à destination des personnes qui se sentent en bonne santé et un autre qui est à destination des personnes qui ont une maladie incurable et qui sont du coup plutôt en fin de vie. Voilà pour les directives anticipées. Donc, on va poursuivre avec l'obstination déraisonnable. Alors, concernant l'obstination déraisonnable, donc on vous a rappelé tout à l'heure qu'en fait, il s'agissait de ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Donc, en fait, on parle d'obstination déraisonnable quand il y a des traitements ou des actes médicaux qui sont poursuivis alors qu'ils sont jugés inutiles, disproportionnés ou qu'ils n'ont pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Donc, en fait, c'est-à-dire que très concrètement, c'est un patient pour lequel il va y avoir des traitements qui peuvent être jugés comme totalement inutiles dans sa situation. Donc, la loi, elle dit très spécifiquement deux choses. Elle dit que le patient, il a un droit de refus de soins, il peut refuser tout traitement. Et la deuxième chose qu'elle dit, c'est que le médecin doit absolument s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Alors, qu'est-ce qui se passe surtout après l'arrêt des traitements finalement qui ont été jugés déraisonnables? Donc, après l'arrêt de ces traitements, il y a de toute évidence toujours certains traitements qui vont être mis en place, mais ça va être des traitements surtout pour la douleur et pour soulager les symptômes de la personne qui va être en situation de fin de vie. Il ne s'agit pas ici d'arrêter n'importe quel traitement, mais plutôt des traitements qui n'auraient pas lieu d'être. Donc on va continuer tous les autres traitements qui peuvent soulager la personne. Ensuite, ça va être également l'accompagnement du patient et de ses proches, toujours avec cette notion d'aider également l'entourage de la personne et éventuellement, et là on va revenir un petit peu plus longuement dessus, la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès qui peut être à la demande du patient ou sur proposition de l'équipe soignante ou en tout cas du médecin référent. Donc après cette obstination déraisonnable, en effet, je vais venir vous parler de ce qu'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc c'est un terme qui est apparu dans les textes de loi, donc le dernier en tout cas en 2016, c'est le dernier qui est en vigueur et c'est dans ce texte qu'on a pu avoir une définition très spécifique de cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je tiens à vous préciser tout de suite que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle n'est pas synonyme ni d'aide à mourir, ni d'aide active à mourir, ni de suicide assisté, ni d'euthanasie. Donc là, je vais déjà vous expliquer la définition de cette sédation. Donc c'est en fait le fait d'endormir très profondément une personne qui va avoir, qui est dans des conditions très spécifiques. On ne peut pas proposer la sédation profonde et continue à n'importe quel patient. Il faut à la fois être atteint d'une maladie grave et incurable,
dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cela signifie que donc le médecin a dû poser ce diagnostic à court terme. Et on doit également, ça consiste également à venir continuer en même temps à proposer des traitements, on va dire analgésiques, donc qui vont permettre de retirer en tout cas la douleur, et surtout arrêter les traitements de maintien en vie. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'il y a différentes conditions très importantes pour avoir accès à cette sédation profonde et continue. Et surtout, la demande de sédation, elle peut venir soit du patient, soit du médecin. Donc, il y a on va dire trois cas euh, qui peuvent, euh, qui peuvent être importants pour cette sédation. Par exemple, il y a un patient, il est en état de s'exprimer, il peut tout à fait dire au médecin ce dont il a envie. Il est dans toutes les conditions pour avoir cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, il est atteint d'une affection grave et incurable. Son pronostic vital est engagé à court terme et il présente une souffrance réfractaire au traitement. Dans ce cas, il peut tout à fait aller demander cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ou alors, ce même patient, il peut toujours s'exprimer, mais il va demander l'arrêt des traitements. Mais l'arrêt de ces traitements va engager du coup son pronostic vital à court terme et il peut également entraîner une souffrance insupportable et donc réfractaire. Dans ce cas, le patient peut tout à fait le demander. Dans le dernier cas, c'est le médecin qui lui-même peut demander cette sédation profonde et continue. Dans ce cas, en fait, le patient n'est plus du tout en état d'exprimer ses volontés et il y a son maintien en vie qui dépend de traitements qui vont être considérés comme de l'obstination déraisonnable. Donc dans ce cas-là, le médecin va pouvoir demander cette sédation mais il va pas pouvoir simplement le faire aussi, on va dire, comme une demande facile. Il va être obligé de passer par ce qu'on va appeler une procédure collégiale, donc dans laquelle il va réunir des soignants, d'autres médecins, des pairs, avec lesquels il va discuter et ils vont prendre cette décision de manière collégiale et il sera à la fin celui qui décide, mais il doit évidemment demander l'avis aux autres. Ce n'est donc pas une décision personnelle du médecin en tout cas. Alors, comment est prise une décision de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès? Donc, comme je vous le disais, c'est au terme d'une procédure collégiale. Il y a donc le médecin référent. Donc, on parle de médecin référent, ce n'est pas le médecin généraliste, hein, par exemple. Le médecin référent, ça va être le médecin la personne en situation de fin de vie est dans un service de soins et il va y avoir un médecin qui est son référent. Et dans ces cas-là, c'est ce médecin qui aura donc le dernier mot. Et ensuite, les directives anticipées et la personne de confiance doivent toujours être consultées avant pour voir si finalement, dans les directives anticipées dont a parlé Gabriel, il y a des éléments par rapport à cette sédation profonde et continue. Et puis, il faut évidemment solliciter la personne de confiance pour essayer de voir avec elle s'il y a des éléments qu'elle connaît dans le cas où le patient ne peut plus s'exprimer. Donc, je vais laisser maintenant Gabriel sur la partie concernant le projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie pour savoir un petit peu où on en est parce que vous avez dû voir que le débat va bientôt reprendre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les débats, les discussions sur la fin de vie en France, sur la façon dont on meurt en France, ont émergé à nouveau depuis un peu plus de 2 ans. Et si on veut un peu faire une frise de ce qui s'est passé, ça a vraiment commencé avec un avis du Comité consultatif national d'éthique en septembre 2022, qui a fourni certaines recommandations comme le renforcement des moyens en soins palliatifs, une meilleure connaissance et une meilleure mise en œuvre de la loi Claes-Leonetti, donc la loi de 2016, la dernière loi en vigueur, et certaines exigences en cas de dépénalisation de l'aide à mourir. Le CCNE a également fait la recommandation qu'un débat national soit enclenché à ce sujet, et c'est ce qui a eu lieu quelques mois, enfin 2 mois plus tard, avec le début de la Convention citoyenne sur la fin de vie, dont vous avez aussi sûrement entendu parler. La Convention citoyenne sur la fin de vie, elle a réuni 184 citoyens issus un peu de milieux différents, en fait, qui représentaient la société dans son ensemble et qui se sont réunis un certain nombre de week-ends sur plusieurs mois pour réfléchir à une question qui avait été posée donc par Elizabeth Burn à l'époque. Est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est suffisant, adapté aux différentes situations rencontrées, ou est-ce que d'éventuels changements devraient être mis en œuvre?
Donc voilà, les conventionnels se sont réunis un certain nombre de week-ends. Il y a eu pas mal d'intervenants qui les ont éclairés sur toutes ces situations. Et en avril 2023, ils ont remis leur rapport final au président de la République et au CESE, donc le Comité économique, social et environnemental qui avait organisé la Convention citoyenne. Euh, il y a eu deux constats principaux. Les conventionnels ont estimé que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie, il n'était pas adapté à toutes les situations qu'on pouvait rencontrer et donc que l'accès à l'aide active à mourir devait être ouvert. Donc, ils se sont positionnés à plus de 75% en faveur d'une ouverture vers une aide à mourir et ils ont estimé que il fallait que l'euthanasie et le suicide assisté soient on légifère sur les deux parce que ce soit l'un ou l'autre isolément ne pouvait pas répondre à toutes les situations que l'on pouvait rencontrer. À la suite de cela, le président de la République a chargé la ministre de la Santé à l'époque de construire, donc voilà, d'élaborer un projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie en France pour vraiment créer un modèle français et dans la lignée créer une stratégie décennale des soins d'accompagnement. Et donc pour cela, la ministre de la Santé a chargé le professeur Franck Chauvin de piloter tout un travail pour produire un rapport sur ce que serait ce modèle français des soins d'accompagnement. Donc, ce rapport a été remis en novembre 2023 avec un certain nombre de recommandations concernant la formation, concernant le soutien aux aidants, aux bénévoles, concernant la création de maisons d'accompagnement et un certain nombre de recommandations telles quelles. Et il y a une stratégie décennale des soins d'accompagnement de 2024 à 2034 qui a été présentée au mois d'avril et qui devrait voilà normalement voir le jour. Il y a un gros financement donc d'1,1 milliard d'euros sur 10 ans qui a été prévu pour la création de maisons d'accompagnement, d'unités de soins palliatifs partout sur le territoire et voilà de renforcer la formation, voilà un certain nombre de mesures. Euh, Concernant le projet de loi, il a été déposé à enfin, là, sur le bureau de l'Assemblée nationale le 10 avril 2024. Et à la suite de cela, il y a eu un certain nombre d'auditions à l'Assemblée nationale de différents experts du sujet, de représentants des cultes, de professionnels, de responsables des fédérations hospitalières. Voilà, vraiment un panel de personnalités différentes pour éclairer les députés sur ce qu'il faudrait ou non changer dans ce projet de loi initial. Il y a eu ensuite une commission spéciale sur le projet de loi sur la fin de vie qui a été mise en place avec, donc voilà, les députés ont proposé un certain nombre d'amendements et un nouveau texte en est sorti à la suite de cette commission spéciale et le texte de la commission spéciale a été étudié en séance publique à l'Assemblée nationale à partir de la fin du mois de mai 2024. Évidemment, avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, le projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie a été stoppé. Et depuis, il y a eu un certain nombre d'évolutions pour une éventuelle reprise des débats à l'Assemblée nationale. Notamment, le député Olivier Falorni a déposé une proposition de loi relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Il l'a déposé en septembre 2024 et c'est une proposition de loi qui reprend dans son intégralité le texte tel qu'il a été voté et amendé par les députés au 7 juin 2024, donc jour de la dernière séance publique avant que l'Assemblée nationale soit dissoute. Il y a le Premier ministre Michel Barnier qui s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur d'une reprise des débats et lui, il insistait vraiment sur la nécessité d'écouter la parole des soignants. Et la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Geneviève Darrieussecq, a elle vraiment soutenu une reprise des débats avec la proposition de loi d'Olivier Falorni, donc une reprise des débats avec tous les amendements et le texte en l'état au mois de juin, de l'état du mois de juin 2024. Là, a priori, Donc, les débats vont reprendre à l'Assemblée nationale début février 2025, ce qui signifie que les débats en commission spéciale sur l'accompagnement des maladies de la fin de vie vont reprendre 15 jours avant, donc mi-janvier. Donc c'est vraiment, c'est prochainement qu'on va réentendre, voilà, qu'on va pouvoir
voir comment le texte évolue, s'il sera voté, et, euh, et voilà. Du coup, là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment le projet de loi tel qu'il a été voté et amendé au 7 juin. Donc, c'est absolument pas un texte qui a été voté définitivement, qui n'est pas du tout en vigueur. C'est juste pour vous donner des pistes sur l'état du texte et ce sur quoi on était arrivé, ce sur quoi les députés s'étaient mis d'accord, en tout cas à la dernière date possible, donc le 7 juin 2024. Le projet de loi donc sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie, il était divisé en deux volets. Le premier volet, c'était garantir les soins palliatifs et renforcer les soins d'accompagnement et les droits des malades, des personnes malades partout sur le territoire. Et donc, c'était une série de mesures comme la création des maisons d'accompagnement, qui sont donc des maisons soit publiques, soit privées à but non lucratif, et qui sont un peu un intermédiaire entre le domicile et des structures plus médicalisées, plus hospitalières, donc hôpital ou voilà les USP, tout ce dont a parlé Léa tout à l'heure. Le projet de loi prévoyait également la mise en œuvre d'un plan personnalisé d'accompagnement. Donc là, c'est vraiment un plan, c'est toute l'idée d'anticiper en fait cette période qui est la fin de vie pour au maximum connaître les volontés de la personne, ses souhaits pour sa fin de vie, ses souhaits de vie en fait à ce moment-là. Et le plan en fait, il est vraiment évolutif et il doit s'adapter en fonction du temps qui passe et des volontés qui changent. Il doit intégrer donc les équipes soignantes, la famille et tous les aidants qui ont été désignés comme tels par la famille ou l'équipe soignante. Il y a également la stratégie décennale des soins d'accompagnement qui a été intégrée à la loi. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec un financement qui a été prévu supplémentaire, la création donc des maisons d'accompagnement dans cette stratégie, le renforcement de la formation, le soutien aux bénévoles, aux aidants. Et le premier volet prévoyait également qu'un contrôle a posteriori de la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès soit instauré à partir voilà, de l'éventuelle entrée en vigueur de cette loi, de ce projet de loi. Parce que voilà, on s'est rendu compte après 2016 que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle était difficile à mesurer. C'était difficile de mesurer dans quelle mesure elle était en fait mise en œuvre et appliquée. Donc, il y a vraiment ce contrôle pour voir si les patients y ont accès et quand ils y ont droit. Le deuxième et dernier volet, donc c'est sur l'aide à mourir. Au 7 juin 2024, l'aide à mourir était définie dans le projet de loi comme euh, euh, le fait de autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre ou lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Donc là, enfin voilà, au terme des débats, on était vraiment sur cette définition. Et il y avait un certain nombre de conditions d'accès que je vous ai énumérées. Donc, il fallait être majeur, il fallait être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Il fallait être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Il fallait présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d'arrêter d'en recevoir. Et enfin, il fallait être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Donc, ce sont vraiment des conditions d'accès qui ont été pour la plupart énormément débattues, qui ont fait l'objet de beaucoup d'amendements. Je vais revenir sur certains points vraiment de discussion qui ont divisé les députés, un peu indépendamment de leur bord politique d'ailleurs. Euh, la première chose, c'est que là, dans la définition, Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle d'étine sur l'écran. Ça ne va pas déranger la présentation. La première chose, c'est que là, dans la définition, vous voyez que si la personne ne peut pas se l'administrer elle-même, le produit létal peut être administré par un médecin ou par un infirmier. Et en fait, avant que ce soit ce texte qui soit amendé et voté, il était prévu que la personne puisse se faire administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une autre personne volontaire.
ça a été supprimé. Euh, et ça a été supprimé à une seule voix d'écart. Donc c'était vraiment dans les derniers jours des débats. C'est-à-dire que avant que ce soit voté comme tel, une personne de l'entourage, par exemple, du patient, pouvait faire ce geste, en fait, si le patient le souhaitait et si elle était d'accord, évidemment. Un deuxième point de débat, qui a un petit peu moins divisé, c'est l'âge. Il y avait certains députés qui souhaitaient que l'âge soit abaissé et que les mineurs puissent accéder à cette aide à mourir. Voilà, ça a été écarté. Il y en a d'autres qui proposaient 20 ans, mais voilà, on est resté sur la majorité de 18 ans. Un autre point qui a aussi énormément été discuté, c'est le critère du pronostic vital. En fait, à l'origine, ce qui était inscrit dans le projet de loi, c'était que le pronostic vital devait être engagé à court ou moyen terme. Et au fil des discussions avec les experts au tout début, et puis ensuite les députés sont arrivés à la conclusion enfin, la majorité des députés sont arrivés à la conclusion que c'était très difficile le court terme, en fait, on arrive à le définir. Souvent, on parle de quelques heures à quelques jours, mais le moyen terme, il est beaucoup plus difficile à être évalué. D'ailleurs, la ministre de la Santé du mois de mai, donc Catherine Vautrin, avait missionné la Haute Autorité de Santé pour définir justement ce qu'était ce moyen terme. Toujours est-il que ce qui a été finalement amendé puis voté, c'est cette expression donc d'être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, mais il y a vraiment une suppression de cette idée de court ou moyen terme et qui est en phase avancée ou terminale. Euh, il y a eu énormément aussi de discussions autour de cette souffrance physique ou psychologique. Finalement, du coup, la souffrance psychologique a été acceptée comme telle sans que ce soit nécessairement une souffrance physique à l'origine d'une demande ou liée à cette affection. Et le caractère insupportable de la souffrance enfin voilà, les députés ont proposé que le caractère insupportable de la douleur devait relever de l'évaluation du patient lui-même et non pas de l'évaluation d'un soignant. Enfin, il y a eu aussi beaucoup de débats sur le fait d'être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, parce que certains députés ont souhaité que ce soit possible en fait d'inscrire dans ces directives anticipées que je vous ai présentées tout à l'heure la volonté de bénéficier d'une aide à mourir. En fait, du coup, ça a été supprimé dans les derniers jours, pareil, des débats. Donc, c'était plus possible à ce moment-là d'inscrire sa volonté de bénéficier d'une aide à mourir dans les directives anticipées, parce qu'en fait, ceux qui étaient contre, ils ont supposé qu'en fait, dans ces cas-là, le patient, au moment où la substance est administrée ou qu'il se l'administre, ça voulait dire qu'il ne pouvait pas réaffirmer sa volonté de façon libre et éclairée et que c'était vraiment un des points clés de cette loi, c'était que le patient puisse manifester vraiment sa volonté de façon libre et éclairée jusqu'au dernier moment, de façon aussi à pouvoir retirer sa demande à tout moment. Et ceux qui voulaient davantage que cette possibilité soit inscrite dans les directives anticipées estimaient en fait que ça faisait partie de la liberté du patient de pouvoir écrire ce qu'il souhaitait dans ces directives anticipées. Donc voilà pour la présentation, enfin voilà où on en est en fait au niveau du projet de loi. Voilà normalement le texte et les conditions d'accès à l'aide à mourir sur lesquelles les députés vont partir au mois de janvier puis au mois de février. Voilà, après, le tout est de suivre les débats, l'évolution, ce qui va peut-être changer en termes de conditions d'accès. Voilà, l'aide à mourir va sûrement encore, enfin, les critères vont sûrement encore évoluer. Donc, il faut rester bien connecté. Et pour clore en fait notre intervention, on voulait vous présenter un peu les outils que le Centre national pouvait mettre à disposition, parce que c'est vraiment des outils, que ce soit pour les professionnels ou le grand public, il y a vraiment des outils à disposition pour tous les besoins. Donc l'annuaire géolocalisé dont Léa vous parlait tout à l'heure. Il y a également une plateforme d'information avec le numéro de téléphone qui s'affiche ou il y a également une adresse mail qu'on va vous transférer après. Si vous avez en fait n'importe quelle question, donc nous c'est pas vraiment le pan clinique des prises en charge, mais si vous avez des questions
notamment sur le droit des malades, sur une volonté de vous orienter vers des associations ou de vous renseigner davantage sur un droit, on est tout à fait joignable toute la semaine. Et on a également un panel de production, donc des brochures, des focus sur les droits en fin de vie, sur là il y a un guide à destination des proches aidants qui vient de sortir. Voilà, un certain nombre de publications à votre disposition. Euh, donc je vous laisse là l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter. Et sinon, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on est tout à fait disponible pour répondre à toutes les remarques que vous pourrez avoir ou les questions que vous pourriez vous poser. On va donc arrêter le partage pour laisser place à la discussion. Donc, on n'a pas pris connaissance des questions qu'il pouvait y avoir dans le chat pendant qu'on présentait. Donc, en effet, il n'y avait pas de questions dans le chat. Donc, vous pouvez soit nous écrire dans le chat, soit prendre la parole, je pense, si vous avez une question sur ce qu'on vient de vous présenter. Moi, peut-être que je voulais juste rajouter avant, si jamais ça peut lancer des questions ou quoi, parce que je crois que j'ai omis de le dire, que les directives anticipées, donc je vous ai présenté ce que c'était et j'ai oublié de vous dire qu'en fait, elles s'imposaient aux médecins depuis 2016. Donc là, c'est la loi Claeys-Leonetti qui a rajouté cet élément. Donc les directives anticipées s'imposent aux médecins, c'est-à-dire qu'il est obligé de les prendre en compte, de vérifier leur existence et de les prendre en compte. En revanche, il y a deux exceptions. La première, c'est s'il y a une urgence, si on est dans une situation d'urgence vitale, ou si la situation elle est manifestement inconforme avec ce que le médecin lit dans les directives anticipées. Dans ces deux cas, il peut les écarter. S'il choisit de les écarter, il doit convoquer une procédure, enfin, oui, il doit réaliser une procédure collégiale et ensuite il prend une décision de les écarter ou non, mais évidemment, ça doit être motivé. C'est-à-dire que vraiment, elles s'imposent tout de même au médecin. Voilà, je voulais rajouter ça pour être bien clair là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent ou des remarques ou des choses qui vous manqueraient comme information à ce sujet? Bonjour, oui, une petite Bonjour. question sur la sédation profonde et continue. Est-ce qu'il y a une durée limitée sur cet état ou... Alors en effet, c'est une très bonne question parce que on peut se poser la question de combien de temps va durer cette sédation. Donc la sédation, le sédatif qui va être administré va endormir profondément. Seulement, ça va vraiment dépendre de la situation de chaque personne. Et donc il y a des personnes pour qui la sédation profonde et continue va arriver au décès assez rapidement, en quelques heures. Pour d'autres, ça va être en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y a eu plusieurs cas très différents. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Là, on sait qu'il y a a priori quelques soignants dans les participants. Est-ce que ça vous parle, ce dont on a parlé? Est-ce que est-ce que vous êtes à l'aise avec ces dispositifs? Est-ce que vous pouvez vous en parler avec vos patients ou pas du tout? Bon, après, s'il n'y a pas de questions ou de réactions, n'hésitez Moi, pas. Oui, pardon. ouais, pardon. Donc, Claire-Cécile Michon, je suis psychologue au sein de Brain Team et puis dans d'autres structure. Quand on étudie les directives anticipées en formation ou avec les bénévoles ou les soignants, etc., la question qui revient souvent, et je trouve que la distinction est complexe, c'est l'obstination des... Enfin, dedans, vous avez bien dit, on peut mettre dans ces directives anticipées qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, et je trouve que la distinction entre acharnement thérapeutique et obstination déraisonnable, vous l'avez expliqué, hein. Je trouve qu'elle reste très complexe à appréhender et à... Enfin, Ouais. c'est pas toujours très clair, je trouve. Mais bon, c'est... Ouais, j'entends ce que vous dites. Après, souvent dans la directive anticipée, en fait,
ce que le patient peut inscrire, c'est vraiment ce que lui estime être pour lui une C'est ça. obstination déraisonnable. En On fait, est la plus loi, dans le elle définit. subjectif. On est plus dans Voilà. du subjectif. Oui, tout à fait. En fait, la loi, elle définit ce que c'est que l'obstination déraisonnable et dans tous les cas, c'est interdit. Donc, tout médecin doit s'abstenir de le faire et c'est pour ça, en fait, que par exemple, il y a des directives anticipées dans lesquelles le patient va dire je veux à tout prix être réanimé, alors qu'en fait, le médecin, quand il est face à la situation clinique, il se rend bien compte que s'il il cherche à tout prix à réanimer de la personne, on rentre dans l'obstination déraisonnable. Là, c'est interdit. En fait, ce que je voulais dire, c'est vraiment que dans les directives anticipées, c'est ce que vous avez dit, c'est le côté un peu plus subjectif, c'est ce que nous, on considère être envisageable ou non et souhaitable pour notre fin de vie. Donc, Oui. ce qu'on Donc, il faut considère être... encourager la personne à vraiment explorer les différents soins et voir ce que pour elle, C'est ça. ça peut représenter ou pas Voilà. un Parce acharnement que- thérapeutique. Je sais pas Oui. si vous connaissez, mais il y a un petit jeu de cartes qui a été fait par une association jusqu'à la mort, j'accompagne la vie. Oui, oh là là, oui. Oui, Vous À vos souhaits, l'avez ouais. à vos à vos Oui, souhaits. souhaits et je le trouve très très inspirant parce qu'il y a plein de choses auxquelles on pense pas spontanément. oui, Voilà, j'en parle pas. Je le trouve très inspirant pour commencer même en jouant ou pas en jouant, mais en tout cas de se Mm. représenter de ce qui peut être mis dans les directives anticipées ou de se projeter dans ce moment-là oui, tout à fait. particulier d'une Attends, je vais vie. le montrer, non? Mhm. D'ailleurs, en fait, sur Je vais les le chercher. directives anticipées, pour rejoindre ce que vous dites, parce que c'est un sujet souvent qu'on aborde avec en fait aussi bien les professionnels que le grand public, les directives anticipées. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à les appréhender, à comprendre un petit peu, parce que ce qu'on peut retrouver sur Internet, c'est vraiment un document qui fait plusieurs pages et où il y a deux possibilités. Soit on peut remplir on va dire la partie, je crois que c'est la partie 1 ou la partie 2. La partie 1, c'est quand on est dans une situation où on se porte parfaitement bien et que simplement on veut écrire ces directives anticipées. Dans le second cas, c'est qu'on est dans une situation de fin de vie et qu'on veut les rédiger. Donc en effet, il y a des questions qui sont peut-être un petit peu différentes. En revanche, il y a beaucoup d'outils. Donc, le jeu de cartes, en effet, dont vous Oui, nous parliez, on a juste ici qui ressemble à ça pour ceux celui-là, qui ne le voilà. connaissent pas. Et puis après, il y a également d'autres. Par exemple, il y a Santé BD qui propose de faire, qui a fait en fait, qui a créé les directives anticipées, une explication des directives anticipées sous forme de petites BD où on choisit finalement, on peut le faire en ligne, où on choisit si on est un homme ou une femme, voilà, et où ça va expliquer les grands concepts en fait qu'on va retrouver dans le document. Donc ça peut être un petit peu plus facile à aborder parce que c'est quand même déjà, c'est un sujet difficile et puis en plus, les termes ne sont pas toujours évidents. De savoir vraiment comment on se projette sur sa fin de vie, ça peut être un petit peu difficile. Je vois que dans le chat, quelqu'un dit est-ce qu'on pourra recevoir par mail votre présentation? Et évidemment, on pourra la transmettre et vous l'aurez sans souci, oui. Je voulais en profiter, enfin on voulait en profiter pour vous montrer du coup certains documents que vous pourriez retrouver sur le site, donc notre site qui est parlonsfindevie.fr, qui s'appelle pas Centre National, mais voilà. Dessus en fait il y a de nombreuses productions qui permettent vraiment d'informer toutes les personnes sur à la fois les droits, mais aussi sur les dispositifs qui existent. Et donc pour vous donner quelques exemples, il va y avoir à destination du grand public ce type de document qui est une infographie qui reprend vraiment les dispositifs dont on vient de parler. C'est téléchargeable en fait, c'est pas forcément que en format papier. Vous avez le même qui va être à destination des professionnels de santé. Et puis tout à l'heure, ma collègue Gabrielle, elle vous parlait aussi du petit guide qui est sorti en octobre, qui est Être un proche aidant. Donc ça, pareil, il est aussi téléchargeable et c'est un outil dans lequel on peut en effet avoir aussi des éléments et sur la prise en charge de la personne, mais aussi sur les aides, les ressources qu'on peut trouver. Donc voilà, c'est ce type de document que vous allez avoir. Vous aurez aussi également des focus très spécifiques sur certaines situations, sur typiquement la procédure collégiale, ce que c'est, sur l'arrêt de l'alimentation et de la nutrition. Voilà, ce type de sujet. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour aller voir un petit peu ce qui pourrait vous renseigner au mieux en fonction de la situation de chacun. Alors moi, j'ai encore une remarque ou une question, je sais pas, mais je me disais, il y a la question de former les professionnels accompagnés dans la fin de vie, les directives anticipées, etc. Et on voit bien que il y a beaucoup d'endroits où c'est pas encore très au clair pour les professionnels dans les services. Ils peuvent être un peu en difficulté quand on les interroge. Moi, j'ai expérience de, ah bah, vous êtes hospitalisé en ce moment.
sans être en fin de vie, hein, Mhm. c'est l'occasion de parler de directives anticipées, c'est marqué dans le dossier, vous pouvez vous adresser à l'équipe et quand on s'adresse à l'équipe, l'équipe est complètement démunie. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'un peu systématisé, mais qui n'est pas toujours encore très au clair. Peut-être qu'il y a une formation à faire. Et je me disais, et dans l'autre sens, est-ce qu'il y a aussi besoin de formation dans les équipes de soins palliatifs sur des pathologies un peu spécifiques, comme dans les maladies neurologiques et évolutives? Et je pense aux maladies à prions, parce qu'on a discuté de ça avec une association récemment, qui peuvent évoluer très très vite Oui, et qui sont pas toujours très adaptés. Enfin, ça colle pas forcément au protocole des soins palliatifs ou des choses comme ça. Donc, je me oui, demandais s'il y avait aussi de l'autre côté un besoin parfois de plus de dialogue ou de formation sur des pathologies qui ont un tout à profil fait. particulier dans l'évolution. Bah effectivement oui, et ça ferait Mm. partie en fait de la formation continue et Ouais, c'est vraiment ce sur quoi la stratégie décennale insiste aussi, c'est vraiment le renforcement de cette formation initiale et continue. ouais, dans les deux Euh, sens du coup. ouais, Mm. pour pouvoir se former tout au long de tout au long, enfin voilà, tout au long du parcours et puis justement comme vous dites, se former sur ces pathologies et les sortes de ces pathologies. Ouais. Mm, mm. Mm. Alors, je vois juste qu'il y a, donc j'ai vu la main levée, je vois quelques petites questions aussi dans le chat. Donc, où peut-on trouver le jeu à vos souhaits? Donc, en fait, il est disponible, enfin, on peut se le procurer en ligne quand vous tapez simplement dans la barre Google jeux de société à vos souhaits. C'est vraiment, vous le trouvez sur plusieurs sites. C'est fait par les presses universitaires de Grenoble. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez le retrouver. Il y a pas mal d'établissements qui l'ont aussi. Mhm. Mais ça, je saurais pas vous dire exactement dans lesquels il y est. Et ce jeu est évidemment un jeu plutôt, on va dire, de société. Donc, il n'y a pas la nécessité de l'utiliser avec un professionnel spécialisé en soins palliatifs. C'est pas du tout le but de ce jeu. Il est vraiment avec des cartes qui sont assez faciles à utiliser. Et puis, c'est vraiment plus pour aller parler de certains sujets dont on parlerait pas sans ces cartes finalement. Donc ça va vous aider avec des illustrations, avec des courtes phrases, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique pour pour se faire à ce jeu. Ouais. Voilà. Donc oui, une main levée, oui. Oui. Oui, Madame Claire de Séverac. Oui, euh, il me semble que pour les directives anticipées, euh, et pour l'ensemble, c'est peut-être intéressant de vraiment y réfléchir au sein des associations de patients. Mhm. Parce que quand on les rédige, par exemple sur les modèles services publics en ligne, c'est très général. Alors, il peut y avoir des modèles faits, par exemple, par les équipes de réanimation qui peuvent être extrêmement précises, mais nous, on connaît aussi les moments qui peuvent poser question Mhm. au niveau, quand on est, alors bon, nous, la PSP, il y a une issue fatale, un pronostic qui est assez rapide. Et on peut avoir, moi j'ai encore aujourd'hui, j'ai eu des questions sur mais comment ça se passe, à quoi il faut être attentif, etc. Je trouve que c'est intéressant que les associations de patients proposent, se saisissent pour dire bah oui, il y a des points sur lesquels ça peut être Oui. utile de réfléchir. Y compris bon, dans le PNDS, le Programme national de diagnostic et de soins, on parle de la gastrostomie en disant que ce n'est pas recommandé, mais ça fait Mhm. partie des questions qui peuvent être extrêmement préoccupantes Mhm. pour les malades et pour les familles. Et je trouve qu'il y a aussi dans votre présentation sur les soins palliatifs, quand on est dans ces maladies qui sont orphelines, sans traitement, en fait, très souvent, et encore j'ai eu aujourd'hui la remarque, bon, j'étais sur une réunion d'association à la Timone, et beaucoup de personnes ont en tête les soins palliatifs, c'est vraiment la fin de vie, alors que quand on peut faire contacter à ce moment-là les plateformes mobiles de soins palliatifs et même vraiment quand la situation s'est bien dégradée, souvent au moment d'élocution ou de problèmes de déglutition, mais bien avant. Voilà. Et que Mhm. ce temps d'accompagnement, comme vous l'évoquez, c'est vraiment important. Il y a levé des inquiétudes et des peurs sur quand solliciter.
parce qu'effectivement, l'accompagnement est majeur. On est Ouais. dans des situations où les peurs sont extrêmement importantes. Voilà. Et Ouais. je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment formidable avec ces étapes de dire on peut faire les directives anticipées suffisamment tôt pour Mhm. pouvoir effectivement Oui, y réfléchir et puis les améliorer, les reprendre, hein, puisqu'on peut le faire jusqu'à la fin. Voilà. oui, Et puis, effectivement, toute l'aide que peut apporter l'accompagnement par des plateformes mobiles de soins palliatifs. Ouais. Pour nous, dans notre cas, mon mari venait, le médecin venait tous les 3 mois au début, donc c'était, voilà. Donc, oui. c'est des choses qui peuvent être utiles. Mm. Ouais, vous soulignez un point très important, merci beaucoup, c'est l'anticipation. Mm. Pendant longtemps, on a finalement pensé les soins palliatifs assez tardivement dans la prise en soin des patients. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de les voir de manière on va dire, très anticipé pour que toute la prise en soin soit vraiment conforme et que déjà tous les professionnels puissent intervenir s'il y a besoin et puis que le patient soit au mieux en fait. Donc voilà, c'est vraiment cette anticipation qui a été aussi qui est absolument essentielle en fait. Et merci d'avoir souligné aussi ça. Pour la question de Monsieur Éric Dépiné dans le chat, donc, dès le début de la maladie, j'ai signé un mandat de protection future. Est-ce que je Mm. dois désigner à nouveau une personne de confiance? Alors oui, c'est vraiment une question qui nous revient souvent, donc merci de la poser. Effectivement, en fait, la personne de confiance et la personne que vous avez désignée pour ce mandat de protection future, ce sont deux personnes différentes. Et ça peut être la même personne, vous pouvez choisir de désigner la même personne, mais ce ne sont pas du tout les mêmes rôles. Euh, donc la personne de confiance, elle aura vraiment ce rôle-là de vous accompagner dans le parcours médical et de transmettre vos volontés, mais ça se cantonnera à ce rôle-là. Donc vous pouvez en désigner une nouvelle et qui sera différente de celle du mandat de Mm. protection future. Mm. Mm. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Je voulais juste dire à toutes les personnes qui ont assisté au séminaire aujourd'hui que, bien évidemment, on leur renverra donc du coup la présentation et on Mm. remettra dans le mail d'envoi toutes les ressources que vous avez citées avec les références. On D'accord, oui. remettra votre site internet, Le mail de Parlons Fin de contact aussi. Vie, Mm. voilà le nom du jeu, où se le procurer, etc. Un maximum d'informations. On pourra revoir ensuite avec Léa et Gabriel Oui, oui. ensemble pour vous donner le maximum de ressources qui ont pu être Mhm. évoquées dans Mm. cette présentation afin que vous ayez tout dans le mail récapitulatif. Donc, C'est ça. ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. On ne le mettra pas en ligne sur le site de Brain Team. On le réservera du coup aux gens qui ont assisté aujourd'hui à la présentation pour pas que ça arrive comme ça de manière abrupte dans un mail d'une personne qui n'aurait pas assisté à ces Mhm. échanges. Voilà. Bien sûr. Et puis nous, voilà, on reste vraiment à disposition si vous avez la moindre question qui vous vient même après cette soirée, Oui, si ça vous vient dans la semaine ou dans les prochaines semaines ou mois. Et si voilà, si vous, surtout si vous voulez approfondir certains points, parce que voilà, c'était une présentation assez générale en fait sur le Mm. cadre, mais on peut tout approfondir à ce sujet. Donc, Mm. Oui, en fait, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est introduire un peu toutes ces notions d'une manière un petit peu globale et mhm, non forcément fouillée. Et après, si vous, du côté des associations de patients, des aidants ou des professionnels de santé qui êtes présents ici ce soir, vous souhaitez en fait Ah, que l'on organise un séminaire complémentaire un peu plus ciblé sur une thématique précise ou certains aspects de ce qui a pu être évoqué ce soir, vous n'hésitez pas à revenir vers nous et on verra avec Léa et Gabriel si on mhm. peut réorganiser un autre webinaire, pareil, d'une heure, à un autre moment de l'année, qui aborde certains sujets spécifiques qui nécessiteraient un temps d'échange un peu plus conséquent. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous avec votre suggestion et on essaiera de s'adapter à vos côtés. Pour Nati qui demande dans le chat où est-ce qu'on peut se procurer le format papier du document des proches aidants, vous pouvez soit nous appeler à la plateforme, donc le numéro qui est sur notre site, ou nous envoyer un mail sur l'adresse mail contact avec l'adresse destinataire et votre adresse et on pourra vous en procurer un.
Voilà, s'il n'y a pas davantage de questions ou de remarques, on peut clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à vous tous pour votre écoute et puis vos remarques et vos questions à la fin, en espérant vous avoir éclairé au maximum. Oui. Je crois. Merci à toutes les deux pour Merci. ces présentations qui sont très claires. C'est ce qui transparaît dans les commentaires du chat et je rejoins ces commentaires. Un grand merci à vous deux et à très bientôt peut-être alors. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, à Bonne bientôt. soirée à Au tous. Merci revoir. beaucoup, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci. Merci. Je précise que donc la personne est fictive. Donc, on va l'appeler Claudie, cette femme, elle a 62 ans et elle souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale. C'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnement de ses reins s'est dégradé depuis plusieurs années maintenant et que jusque-là, elle avait des dialyses, par exemple, qui étaient plusieurs fois par semaine, et puis elle avait d'autres traitements à côté, mais que malheureusement, malgré tout ça, son insuffisance rénale s'est vraiment dégradée et qu'elle arrive à un stade terminal. Donc, son médecin traitant, il a mis en place des soins palliatifs à domicile pour venir compléter les soins curatifs qu'elle a encore à ce jour. Et donc là, on va voir finalement comment ça peut se passer. Donc à domicile, par exemple, il peut faire intervenir une équipe mobile de soins palliatifs, donc ce qu'on appelait tout à l'heure les EMSP. Et donc cette équipe, elle pourrait venir par exemple une fois par semaine chez Claudie pour effectuer les missions suivantes. Donc, comme on l'a dit, très important d'abord, évaluer et soulager la douleur de Claudie. Dans un second temps, ça va être aussi s'assurer vraiment de son confort, donc être sûr que cette équipe puisse venir lui apporter des solutions pour que Claudie, elle soit à domicile, qu'elle soit dans une situation palliative, mais qu'elle soit surtout dans un bien-être. Ce qui est très important dans la notion de soins palliatifs, c'est le bien-être et le confort. Ensuite, il va y avoir la recherche d'éventuelles autres souffrances. Donc là, on va entendre par là des souffrances qui ne sont pas que physiques, donc pas que des douleurs, mais aussi des souffrances psychologiques avec un mal-être peut-être vis-à-vis de cette situation. Une souffrance sociale si peut-être Claudie est isolée et ne voit par exemple pas ses enfants ou ne voit pas d'autres proches. Et puis elle peut également souffrir spirituellement. Ensuite, cette équipe mobile de soins palliatifs, l'idée aussi, c'est qu'elle préserve au maximum sa qualité de vie. Alors du coup, elle va lui proposer de faire le lien avec différents organismes qui peuvent être sur son territoire, qui peuvent être autour de chez elle pour renforcer si nécessaire, par exemple, des aides à domicile pour l'aider vraiment à vivre ce moment le mieux possible. Et puis pour terminer, bah, cette équipe, elle va aussi être là pour écouter et soutenir cette personne, mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ses proches et donc potentiellement son mari. Donc maintenant que j'ai fait le tour du concept, on va dire plutôt, de soins palliatifs, je vais laisser Gabriel reprendre sur les dispositifs qui sont relatifs à l'accompagnement de la fin de vie. Donc, pour revenir sur ces dispositifs qui sont relatifs à l'accompagnement de la fin de vie et qui permettent, entre autres, en fait, d'anticiper cette période qu'est la fin de vie, on souhaitait vous faire un bref retour sur le cadre législatif qui a permis justement l'essor et l'émergence de ces dispositifs. Donc on est vraiment sur un corpus législatif d'une petite trentaine d'années avec la première loi en 1995 qui a consacré vraiment le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur. Ça veut évidemment pas dire qu'avant 1995, la douleur n'était pas soulagée, qu'elle n'était pas prise en charge et en compte. Ça veut simplement dire que on était quand même dans un paradigme qui disait qu'en fait, si on était malade en fin de vie, c'était la douleur faisait partie en fait de cette fin de vie, de la maladie, et que on pouvait la soulager comme on pouvait, mais que c'était pas, voilà, qu'elle en faisait partie. À partir de 95, on s'est dit que non, il y avait vraiment un droit à ce que cette douleur soit soulagée, que c'était pas normal de souffrir, même si on est en fin de vie et même si on a une maladie incurable. Ça a été suivi assez rapidement par la loi de 1999 qui a pour la première fois mentionné donc le droit d'un accès égal et universel à des soins palliatifs et à un accompagnement de fin de vie. Ensuite, il y a eu la loi Kouchner de 2002 dont vous avez sûrement entendu déjà parler, qui a consacré donc le droit d'être informé sur son état de santé, le droit d'accéder à son dossier médical et surtout le droit de consentir aux soins. Et en miroir de ce droit de consentir aux soins, la loi, le législateur a reconnu le droit de refuser un traitement.
C'est-à-dire que tout patient peut refuser un traitement quand bien même ce refus de soins aurait des conséquences vitales. La loi Kouchner a également reconnu le droit de désigner une personne de confiance. Ça, on va y revenir par la suite. En 2005, il y a eu la loi Leonetti, donc vraiment première grande loi sur l'accompagnement en fin de vie, qui a consacré le droit de rédiger ces directives anticipées. Pareil, on va revenir dessus. Et qui a consacré l'interdiction pour les médecins d'entrer dans ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. En fait, c'est ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Peut-être que ça vous parle plus ou que l'obstination déraisonnable vous parle. C'est vraiment, voilà, pareil, on va revenir dessus. C'est vraiment l'idée que si les soins sont inutiles et disproportionnés, le médecin doit les arrêter. En 2016, il y a eu la loi Claes-Leonetti, donc c'est vraiment la dernière loi en vigueur et la loi sur laquelle on s'appuie à l'heure actuelle, qui a renforcé les dispositifs de personnes de confiance et de directives anticipées et qui a introduit le droit de chacun d'accéder à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. On reviendra sur les conditions d'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès ensuite. Donc pour l'instant, on est vraiment sur cette loi de 2016. Vous avez sûrement entendu parler depuis un peu plus de 2 ans d'une reprise progressive des débats sur une éventuelle loi sur la fin de vie en France. On va y revenir à la fin de cette présentation. Donc voilà, on vous présentera ça tout à l'heure. Pour rentrer vraiment dans les dispositifs qui permettent l'anticipation justement de ces situations de fin de vie, on va vous présenter tout d'abord la personne de confiance. Donc la personne de confiance, c'est une personne qui est désignée par le patient pour l'accompagner dans son parcours médical et le représenter au moment où le patient ne pourra plus s'exprimer. Donc qui peut être cette personne de confiance? En fait, ça peut être enfin, le patient peut désigner n'importe qui. Ça peut être un parent, un proche, c'est souvent le médecin traitant ou ça peut être tout autre professionnel de santé. L'enjeu, évidemment, c'est que ça doit être quelqu'un que le patient connaît bien et en qui il a confiance, évidemment, et ça doit être quelqu'un qu'il désigne et avec qui il a pu discuter de ce sujet quand même assez intime qui est ses perceptions sur la fin de vie, ses volontés en termes de prise en charge pour sa fin de vie. Donc c'est quand même quelqu'un qui doit, voilà, avec qui le patient s'est senti confortable et à l'aise pour aborder ce sujet. La personne de confiance, elle peut être désignée donc sur un papier libre, sur une feuille blanche, donc voilà, en mentionnant bien son nom, prénom, ses coordonnées, et puis il faut qu'elle signe évidemment ce papier. Sinon, il y a aussi des formulaires qui sont un formulaire qui est disponible sur Internet, sur le site du ministère de la Santé. Et vous pouvez aussi désigner une personne de confiance dans le formulaire des directives anticipées. Évidemment, le patient doit déjà informer la personne de confiance et lui demander son accord sur si elle est d'accord d'endosser ce rôle. Et le patient doit informer ses proches et son médecin de l'existence de cette personne. Toute personne de confiance qui est désignée peut très bien refuser, en fait, parce que je vais revenir sur son rôle, c'est quand même un rôle majeur, assez important, et il faut réfléchir sur ses missions et ce que ça implique. Donc sa première mission, c'est que elle accompagne le patient, si le patient souhaite, dans son parcours médical, et de cette manière, elle peut l'aider à comprendre les informations qui sont transmises par le médecin. En fait, là, c'est l'idée selon laquelle parfois il y a des rendez-vous médicaux qui sont plus ou moins faciles à appréhender, des diagnostics qui sont posés qui sont plus ou moins faciles à comprendre, et ça peut être précieux et facilitant en fait d'avoir une personne à ses côtés pour aider à comprendre tout ce que le médecin dit, à comprendre les alternatives, les choix qui s'offrent aux patients et voilà tout le diagnostic qui est posé. Donc c'est ça la première grande mission. La seconde, et pas des moindres, c'est qu'elle représente le patient auprès du personnel médical si le patient ne peut plus s'exprimer. En fait, c'est vraiment un intermédiaire entre l'équipe médicale et le patient. Et c'est pour ça que ça implique que la personne de confiance ait pu échanger avec le patient auparavant sur ses souhaits en ce qui concerne sa prise en charge et ses volontés en termes de fin de vie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait du lien entre la famille et les proches et elle est consultée en priorité par l'équipe médicale pour éclairer les soignants sur le suivi d'une prise en charge.
L'équipe médicale, lorsqu'il y a une situation comme ça où une personne ne peut plus s'exprimer et où ne connaît pas forcément ses volontés, se tourne en premier lieu vers la personne de confiance, mais se tournera aussi vers la famille, les proches qui sont vraiment au chevet du malade. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas, c'est vraiment le témoignage de la personne de confiance qui va prévaloir sur le témoignage de toute autre personne. Donc c'est vraiment un rôle majeur et ça peut être facilitant donc, pour les équipes médicales d'avoir cette personne ressource et pour le patient de savoir que si à un moment donné il est plus en mesure de s'exprimer, quelqu'un pourra transmettre sa volonté. Parce qu'évidemment il n'est pas question que la personne de confiance dise ce qu'elle souhaite elle pour le patient. Donc voilà pour ce qui est de la personne de confiance. On va poursuivre avec la présentation des directives anticipées. Donc les directives anticipées, toute personne majeure peut les remplir depuis 2005 et c'est un document sur lequel la personne peut indiquer ses volontés sur les choix à prendre en situation de fin de vie. En fait, c'est vraiment un document sur lequel la personne peut exprimer sa volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser les traitements ou actes médicaux, et où elle peut aussi mentionner d'autres informations comme ses attentes, ses craintes ou des limites qu'elle ressent concernant certaines situations de fin de vie ou des souhaits ou des croyances de nature non médicale. Euh, Ces volontés-là, qui sont recueillies dans les directives anticipées, elles permettent vraiment à l'équipe médicale et aux médecins de connaître la personne un peu mieux et de savoir quelle est la conduite à tenir pour respecter au maximum les souhaits de la personne. Parce qu'en fait, la personne, elle va rédiger ses directives anticipées à un moment où donc elle peut exprimer ses volontés, pour anticiper le moment où elle ne pourra plus du tout s'exprimer et donc exprimer ses volontés en fin de vie. Et dans ce cas-là, il y a les directives anticipées qui permettent de voir si la personne, elle souhaitait absolument poursuivre tous les traitements ou si jamais elle ne voulait pas d'acharnement. Voilà, plein d'informations de ce type. Un peu à la manière de la personne de confiance, les directives anticipées, elles peuvent être rédigées sur papier libre, donc pareil, datées et signées. Et sinon, il y a des modèles prédéfinis qui sont disponibles sur le site du ministère de la Santé. Et il y en a un qui est à destination des personnes qui se sentent en bonne santé et un autre qui est à destination des personnes qui ont une maladie incurable et qui sont du coup plutôt en fin de vie. Voilà pour les directives anticipées. Donc, on va poursuivre avec l'obstination déraisonnable. Alors, concernant l'obstination déraisonnable, donc on vous a rappelé tout à l'heure qu'en fait, il s'agissait de ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Donc, en fait, on parle d'obstination déraisonnable quand il y a des traitements ou des actes médicaux qui sont poursuivis alors qu'ils sont jugés inutiles, disproportionnés ou qu'ils n'ont pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Donc, en fait, c'est-à-dire que très concrètement, c'est un patient pour lequel il va y avoir des traitements qui peuvent être jugés comme totalement inutiles dans sa situation. Donc, la loi, elle dit très spécifiquement deux choses. Elle dit que le patient, il a un droit de refus de soins, il peut refuser tout traitement. Et la deuxième chose qu'elle dit, c'est que le médecin doit absolument s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Alors, qu'est-ce qui se passe surtout après l'arrêt des traitements finalement qui ont été jugés déraisonnables? Donc, après l'arrêt de ces traitements, il y a de toute évidence toujours certains traitements qui vont être mis en place, mais ça va être des traitements surtout pour la douleur et pour soulager les symptômes de la personne qui va être en situation de fin de vie. Il ne s'agit pas ici d'arrêter n'importe quel traitement, mais plutôt des traitements qui n'auraient pas lieu d'être. Donc on va continuer tous les autres traitements qui peuvent soulager la personne. Ensuite, ça va être également l'accompagnement du patient et de ses proches, toujours avec cette notion euh, d'aider également l'entourage de la personne et éventuellement, et là on va revenir un petit peu plus longuement dessus, la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès qui peut être à la demande du patient ou sur proposition de l'équipe soignante ou en tout cas du médecin référent. Donc après cette obstination déraisonnable, en effet, je vais venir vous parler de ce qu'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc c'est un terme qui est apparu dans les textes de loi, donc le dernier en tout cas en 2016, c'est le dernier qui est en vigueur et c'est dans ce texte qu'on a pu avoir une définition très spécifique de cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je tiens à vous préciser tout de suite que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle n'est pas synonyme ni d'aide à mourir,
ni d'aide active à mourir, ni de suicide assisté, ni d'euthanasie. Donc là, je vais déjà vous expliquer la définition de cette sédation. Donc c'est en fait le fait d'endormir très profondément une personne qui va avoir, qui est dans des conditions très spécifiques. On ne peut pas proposer la sédation profonde et continue à n'importe quel patient. Il faut à la fois être atteint d'une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cela signifie que donc le médecin a dû poser ce diagnostic à court terme. Et on doit également, ça consiste également à venir continuer en même temps à proposer des traitements, on va dire analgésiques, donc qui vont permettre de retirer en tout cas la douleur, et surtout arrêter les traitements de maintien en vie. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'il y a différentes conditions très importantes pour avoir accès à cette sédation profonde et continue. Et surtout, la demande de sédation, elle peut venir soit du patient, soit du médecin. Donc, il y a trois, on va dire trois cas qui peuvent être importants pour cette sédation. Par exemple, il y a un patient, il est en état de s'exprimer, il peut tout à fait dire au médecin ce dont il a envie. Il est dans toutes les conditions pour avoir cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, il est atteint d'une affection grave et incurable. Son pronostic vital est engagé à court terme et il présente une souffrance réfractaire au traitement. Dans ce cas, il peut tout à fait aller demander cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ou alors, ce même patient, il peut toujours s'exprimer, mais il va demander l'arrêt des traitements. Mais l'arrêt de ces traitements va engager du coup son pronostic vital à court terme et il peut également entraîner une souffrance insupportable et donc réfractaire. Dans ce cas, le patient peut tout à fait le demander. Dans le dernier cas, c'est le médecin qui lui-même peut demander cette sédation profonde et continue. Dans ce cas, en fait, le patient n'est plus du tout en état d'exprimer ses volontés et il y a son maintien en vie qui dépend de traitements qui vont être considérés comme de l'obstination déraisonnable. Donc dans ce cas-là, le médecin va pouvoir demander cette sédation, mais il va pas pouvoir simplement le faire aussi, on va dire, comme une demande facile. Il va être obligé de passer par ce qu'on va appeler une procédure collégiale, donc dans laquelle il va réunir des soignants, d'autres médecins, des pairs, avec lesquels il va discuter et ils vont prendre cette décision de manière collégiale et il sera à la fin celui qui décide, mais il doit évidemment demander l'avis aux autres. Ce n'est donc pas une décision personnelle du médecin en tout cas. Alors, comment est prise une décision de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès? Donc, comme je vous le disais, c'est au terme d'une procédure collégiale. Il y a donc le médecin référent. Donc, on parle de médecin référent, ce n'est pas le médecin généraliste, hein, par exemple. Le médecin référent, ça va être le médecin qui, la personne en situation de fin de vie est dans un service de soins et il va y avoir un médecin qui est son référent. Et dans ces cas-là, c'est ce médecin qui aura donc le dernier mot. Et ensuite, les directives anticipées et la personne de confiance doivent toujours être consultées avant pour voir si finalement, dans les directives anticipées dont a parlé Gabriel, il y a des éléments par rapport à cette sédation profonde et continue. Et puis, il faut évidemment solliciter la personne de confiance pour essayer de voir avec elle s'il y a des éléments qu'elle connaît dans le cas où le patient ne peut plus s'exprimer. Donc, je vais laisser maintenant Gabriel sur la partie concernant le projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie pour savoir un petit peu où on en est parce que vous avez dû voir que le débat va bientôt reprendre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les débats, les discussions sur la fin de vie en France, sur la façon dont on meurt en France, ont émergé à nouveau depuis un peu plus de 2 ans. Et si on veut un peu faire une frise de ce qui s'est passé, ça a vraiment commencé avec un avis du Comité consultatif national d'éthique en septembre 2022, qui a fourni certaines recommandations comme le renforcement des moyens en soins palliatifs, une meilleure connaissance et une meilleure mise en œuvre de la loi Claes-Leonetti, donc la loi de 2016, la dernière loi en vigueur, et certaines exigences en cas de dépénalisation de l'aide à mourir. Le CCNE a également fait la recommandation qu'un débat national soit enclenché à ce sujet, et c'est ce qui a eu lieu quelques mois, enfin 2 mois plus tard, avec le début de la Convention citoyenne sur la fin de vie, dont vous avez aussi sûrement entendu parler.
La Convention citoyenne sur la fin de vie, elle a réuni 184 citoyens issus un peu de milieux différents en fait qui représentaient la société dans son ensemble et qui se sont réunis un certain nombre de week-ends sur plusieurs mois pour réfléchir à une question qui avait été posée donc par Elizabeth Burn à l'époque. Est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est suffisant, adapté aux différentes situations rencontrées, ou est-ce que d'éventuels changements devraient être mis en œuvre? Donc voilà, les conventionnels se sont réunis un certain nombre de week-ends. Il y a eu pas mal d'intervenants qui les ont éclairés sur toutes ces situations. Et en avril 2023, ils ont remis leur rapport final au président de la République et au CESE, donc le Comité économique, social et environnemental, qui avait organisé la Convention citoyenne. Euh, il y a eu deux constats principaux. Les conventionnels ont estimé que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie, il n'était pas adapté à toutes les situations qu'on pouvait rencontrer et donc que l'accès à l'aide active à mourir devait être ouvert. Donc, ils se sont positionnés à plus de 75% en faveur d'une ouverture vers une aide à mourir et ils ont estimé que il fallait que l'euthanasie et le suicide assisté soient on légifère sur les deux parce que ce soit l'un ou l'autre isolément ne pouvait pas répondre à toutes les situations que l'on pouvait rencontrer. À la suite de cela, le président de la République a chargé la ministre de la Santé à l'époque de construire, donc voilà, d'élaborer un projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie en France pour vraiment créer un modèle français et dans la lignée créer une stratégie décennale des soins d'accompagnement. Et donc pour cela, la ministre de la Santé a chargé le professeur Franck Chauvin de piloter tout un travail pour produire un rapport sur ce que serait ce modèle français des soins d'accompagnement. Donc, ce rapport a été remis en novembre 2023 avec un certain nombre de recommandations concernant la formation, concernant le soutien aux aidants, aux bénévoles, concernant la création de maisons d'accompagnement et un certain nombre de recommandations telles quelles. Et il y a une stratégie décennale des soins d'accompagnement de 2024 à 2034 qui a été présentée au mois d'avril et qui devrait voilà normalement voir le jour. Il y a un gros financement donc d'1,1 milliard d'euros sur 10 ans qui a été prévu pour la création de maisons d'accompagnement, d'unités de soins palliatifs partout sur le territoire et voilà de renforcer la formation, voilà un certain nombre de mesures. Euh, Concernant le projet de loi, il a été déposé à enfin, là, sur le bureau de l'Assemblée nationale le 10 avril 2024. Et à la suite de cela, il y a eu un certain nombre d'auditions à l'Assemblée nationale de différents experts du sujet, de représentants des cultes, de professionnels, de responsables des fédérations hospitalières. Voilà, vraiment un panel de personnalités différentes pour éclairer les députés sur ce qu'il faudrait ou non changer dans ce projet de loi initial. Il y a eu ensuite une commission spéciale sur le projet de loi sur la fin de vie qui a été mise en place avec, donc voilà, les députés ont proposé un certain nombre d'amendements et un nouveau texte en est sorti à la suite de cette commission spéciale et le texte de la commission spéciale a été étudié en séance publique à l'Assemblée nationale à partir de la fin du mois de mai 2024. Évidemment, avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, le projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie a été stoppé. Et depuis, il y a eu un certain nombre d'évolutions pour une éventuelle reprise des débats à l'Assemblée nationale. Notamment, le député Olivier Falorni a déposé une proposition de loi relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Il l'a déposé en septembre 2024 et c'est une proposition de loi qui reprend dans son intégralité le texte tel qu'il a été voté et amendé par les députés au 7 juin 2024, donc jour de la dernière séance publique avant que l'Assemblée nationale soit dissoute. Il y a le Premier ministre Michel Barnier qui s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur d'une reprise des débats et lui, il insistait vraiment sur la nécessité d'écouter la parole des soignants. Et la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Geneviève Darrieussecq, a elle vraiment soutenu une reprise des débats avec la proposition de loi d'Olivier Falorni, donc une reprise des débats
avec tous les amendements et le texte en l'état au mois de juin, de l'état du mois de juin 2024. Là, a priori, Ok. les débats vont reprendre à l'Assemblée nationale début février 2025, ce qui signifie que les débats en commission spéciale sur l'accompagnement des maladies de la fin de vie vont reprendre 15 jours avant, donc mi-janvier. Donc c'est vraiment, c'est prochainement qu'on va réentendre, voilà, qu'on va pouvoir voir comment le texte évolue, si, s'il sera voté, et voilà. Du coup, là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment le projet de loi tel qu'il a été voté et amendé au 7 juin. Donc, c'est absolument pas un texte qui a été voté définitivement, qui n'est pas du tout en vigueur. C'est juste pour vous donner des pistes sur l'état du texte et ce sur quoi on était arrivé, ce sur quoi les députés s'étaient mis d'accord, en tout cas à la dernière date possible, donc le 7 juin 2024. Le projet de loi donc sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie, il était divisé en deux volets. Le premier volet, c'était garantir les soins palliatifs et renforcer les soins d'accompagnement et les droits des malades, des personnes malades partout sur le territoire. Et donc, c'était une série de mesures comme la création des maisons d'accompagnement, qui sont donc des maisons soit publiques, soit privées à but non lucratif, et qui sont un peu un intermédiaire entre le domicile et des structures plus médicalisées, plus hospitalières, donc hôpital ou voilà les USP, tout ce dont a parlé Léa tout à l'heure. Le projet de loi prévoyait également la mise en œuvre d'un plan personnalisé d'accompagnement. Donc là, c'est vraiment un plan, c'est toute l'idée d'anticiper en fait cette période qui est la fin de vie pour au maximum connaître les volontés de la personne, ses souhaits pour sa fin de vie, ses souhaits de vie en fait à ce moment-là. Et le plan en fait, il est vraiment évolutif et il doit s'adapter en fonction du temps qui passe et des volontés qui changent. Il doit intégrer donc les équipes soignantes, la famille et tous les aidants qui ont été désignés comme tels par la famille ou l'équipe soignante. Il y a également la stratégie décennale des soins d'accompagnement qui a été intégrée à la loi. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec un financement qui a été prévu supplémentaire, la création donc des maisons d'accompagnement dans cette stratégie, le renforcement de la formation, le soutien aux bénévoles, aux aidants. Et le premier volet prévoyait également qu'un contrôle a posteriori de la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès soit instauré à partir voilà, de l'éventuelle entrée en vigueur de cette loi, de ce projet de loi. Parce que voilà, on s'est rendu compte après 2016 que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle était difficile à mesurer. C'était difficile de mesurer dans quelle mesure elle était en fait mise en œuvre et appliquée. Donc, il y a vraiment ce contrôle pour voir si les patients y ont accès et quand ils y ont droit. Le deuxième et dernier volet, donc c'est sur l'aide à mourir. Au 7 juin 2024, l'aide à mourir était définie dans le projet de loi comme euh, euh, le fait de autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre ou lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, cela fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Donc là, enfin voilà, au terme des débats, on était vraiment sur cette définition. Et il y avait un certain nombre de conditions d'accès que je vous ai énumérées. Donc, il fallait être majeur, il fallait être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Il fallait être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Il fallait présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d'arrêter d'en recevoir. Et enfin, il fallait être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Donc, ce sont vraiment des conditions d'accès qui ont été pour la plupart énormément débattues, qui ont fait l'objet de beaucoup d'amendements. Je vais revenir sur certains points vraiment de discussion qui ont divisé les députés, un peu indépendamment de leur bord politique d'ailleurs. Euh, la première chose, c'est que là, dans la définition...
Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle d'Étine sur l'écran. Ça ne va pas déranger la La présentation. La première chose, c'est que là, dans la définition, vous voyez que si la personne ne peut pas se l'administrer elle-même, le produit létal peut être administré par un médecin ou par un infirmier. Et en fait, avant que ce soit ce texte qui soit amendé et voté, il était prévu que la personne puisse se faire administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une autre personne volontaire. Ça a été supprimé. euh, et ça a été supprimé à une seule voix d'écart. Donc c'était vraiment dans les derniers jours des débats. C'est-à-dire que avant que ce soit voté comme tel, une personne de l'entourage, par exemple, du patient, pouvait faire ce geste, en fait, si le patient le souhaitait et si elle était d'accord, évidemment. Un deuxième point de débat, qui a un petit peu moins divisé, c'est l'âge. Il y avait certains députés qui souhaitaient que l'âge soit abaissé et que les mineurs puissent accéder à cette aide à mourir. Voilà, ça a été écarté. Il y en a d'autres qui proposaient 20 ans, mais voilà, on est resté sur la majorité de 18 ans. Un autre point qui a aussi énormément été discuté, c'est le critère du pronostic vital. En fait, à l'origine, ce qui était inscrit dans le projet de loi, c'était que le pronostic vital devait être engagé à court ou moyen terme. Et au fil des discussions avec les experts au tout début, et puis ensuite les députés sont arrivés à la conclusion enfin, la majorité des députés sont arrivés à la conclusion que c'était très difficile le court terme, en fait, on arrive à le définir. Souvent, on parle de quelques heures à quelques jours, mais le moyen terme, il est beaucoup plus difficile à être évalué. D'ailleurs, la ministre de la Santé du mois de mai, donc Catherine Vautrin, avait missionné la Haute Autorité de Santé pour définir justement ce qu'était ce moyen terme. Toujours est-il que ce qui a été finalement amendé puis voté, c'est cette expression donc, d'être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, mais il y a vraiment une suppression de cette idée de court ou moyen terme et qui est en phase avancée ou terminale. Euh, il y a eu énormément aussi de discussions autour de cette souffrance physique ou psychologique. Finalement, du coup, la souffrance psychologique a été acceptée comme telle sans que ce soit nécessairement une souffrance physique à l'origine d'une demande ou liée à cette affection. Et le caractère insupportable de la souffrance enfin voilà, les députés ont proposé que le caractère insupportable de la douleur devait relever de l'évaluation du patient lui-même et non pas de l'évaluation d'un soignant. Enfin, il y a eu aussi beaucoup de débats sur le fait d'être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, parce que certains députés ont souhaité que ce soit possible en fait d'inscrire dans ces directives anticipées que je vous ai présentées tout à l'heure la volonté de bénéficier d'une aide à mourir. En fait, du coup, ça a été supprimé dans les derniers jours, pareil, des débats. Donc, c'était plus possible à ce moment-là d'inscrire sa volonté de bénéficier d'une aide à mourir dans les directives anticipées, parce qu'en fait, ceux qui étaient contre, ils ont supposé qu'en fait, dans ces cas-là, le patient, au moment où la substance est administrée ou qu'il se l'administre, ça voulait dire qu'il ne pouvait pas réaffirmer sa volonté de façon libre et éclairée et que c'était vraiment un des points clés de cette loi, c'était que le patient puisse manifester vraiment sa volonté de façon libre et éclairée jusqu'au dernier moment, de façon aussi à pouvoir retirer sa demande à tout moment. Et ceux qui voulaient davantage que cette possibilité soit inscrite dans les directives anticipées estimaient en fait que ça faisait partie de la liberté du patient de pouvoir écrire ce qu'il souhaitait dans ces directives anticipées. Donc voilà pour la présentation, enfin voilà où on en est en fait au niveau du projet de loi. Voilà normalement le texte et les conditions d'accès à l'aide à mourir sur lesquelles les députés vont partir au mois de janvier puis au mois de février. Voilà, après, le tout est de suivre les débats, l'évolution, ce qui va peut-être changer en termes de conditions d'accès. Voilà, l'aide à mourir va sûrement encore, enfin, les critères vont sûrement encore évoluer. Donc, il faut rester bien connecté. Et pour clore, en fait, notre intervention,
on voulait vous présenter un peu les outils que le Centre national pouvait mettre à disposition, parce que c'est vraiment des outils, que ce soit pour les professionnels ou le grand public, il y a vraiment des outils à disposition pour tous les besoins. Donc l'annuaire géolocalisé dont Léa vous parlait tout à l'heure. Il y a également une plateforme d'information avec le numéro de téléphone qui s'affiche, où il y a également une adresse mail qu'on va vous transférer après. Si vous avez en fait n'importe quelle question, donc nous c'est pas vraiment le pan clinique des prises en charge, mais si vous avez des questions, notamment sur le droit des malades, sur une volonté de vous orienter vers des associations ou de vous renseigner davantage sur un droit, on est tout à fait joignable toute la semaine. Et on a également un panel de production, donc des brochures, des focus sur les droits en fin de vie, là il y a un guide à destination des proches aidants qui vient de sortir. Voilà, un certain nombre de publications à votre disposition. Euh, donc je vous laisse là l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter. Et sinon, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on est tout à fait disponible pour répondre à toutes les remarques que vous pourrez avoir ou les questions que vous pourriez vous poser. On va donc arrêter le partage. Ouais, parce que je crois que j'ai omis de le dire que les directives anticipées, donc je vous ai présenté ce que c'était et j'ai oublié de vous dire qu'en fait elles s'imposaient aux médecins depuis 2016. Donc là, c'est la loi Claeys-Leonetti qui a rajouté cet élément. Donc les directives anticipées s'imposent aux médecins, c'est-à-dire qu'il est obligé de les prendre en compte, de vérifier leur existence et de les prendre en compte. En revanche, il y a deux exceptions. La première, c'est s'il y a une urgence, si on est dans une situation d'urgence vitale, ou si la situation elle est manifestement inconforme avec ce que le médecin lit dans les directives anticipées. Dans ces deux cas, il peut les écarter. S'il choisit de les écarter, il doit convoquer une procédure, enfin, oui, il doit réaliser une procédure collégiale et ensuite il prend une décision de les écarter ou non, mais évidemment, ça doit être motivé. C'est-à-dire que vraiment, elle s'impose tout de même au médecin. Voilà, je voulais rajouter ça pour être bien clair là-dessus. Bonjour, oui, une petite Bonjour. question sur la sédation profonde et continue. Est-ce qu'il y a une durée limitée sur cet état ou... Alors en effet, c'est une très bonne question parce que on peut se poser la question de combien de temps va durer cette sédation. Donc la sédation, le sédatif qui va être administré va endormir profondément. Seulement, ça va vraiment dépendre de la situation de chaque personne. Et donc il y a des personnes pour qui la sédation profonde et continue va arriver au décès assez rapidement, en quelques heures. Pour d'autres, ça va être en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y a eu plusieurs cas très différents. D'accord, Oui, pardon. Oui, pardon. Donc, Claire-Cécile Michon, je suis psychologue au sein de Brain Team et puis dans d'autres structures. Quand on étudie les directives anticipées en formation ou avec les bénévoles ou les soignants, etc., la question qui revient souvent, et je trouve que la distinction est complexe, c'est l'obstination des... Enfin, dedans, vous avez bien dit, on peut mettre dans ces directives anticipées qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, et je trouve que la distinction entre acharnement thérapeutique et obstination déraisonnable, vous l'avez expliqué, hein. Je trouve qu'elle reste très complexe à appréhender et à... Enfin, Ouais, c'est pas toujours très clair, je trouve. Mais bon, c'est... ouais, j'entends ce que vous dites. Après, souvent dans les directives anticipées, en fait, ce que le patient peut inscrire, c'est vraiment ce que lui estime être pour lui une C'est ça. obstination déraisonnable. En On fait, est la plus loi, dans le elle définit. subjectif. On est plus dans Voilà. du subjectif. Oui, tout à fait. En fait, la loi, elle définit ce que c'est que l'obstination déraisonnable et dans tous les cas, c'est interdit. Donc, tout médecin doit s'abstenir de le faire et c'est pour ça, en fait, que par exemple, il y a des directives anticipées dans lesquelles le patient va dire je veux à tout prix être réanimé, alors qu'en fait, le médecin, quand il est face à la situation clinique, il se rend bien compte que s'il cherche à tout prix à réanimer de la personne, on rentre dans l'obstination déraisonnable. Là, c'est interdit. En fait, ce que je voulais dire, c'est vraiment que dans les directives anticipées, c'est ce que vous avez dit, c'est le côté un peu plus subjectif, c'est ce que nous, on considère être envisageable ou non et souhaitable pour notre fin de vie. Donc, Oui. ce qu'on Donc, il faut considère être... encourager la personne à vraiment explorer les différents soins et voir ce que pour elle, C'est ça. ça peut représenter ou pas Voilà.
un Est-ce- acharnement thérapeutique. Je sais pas Oui, si vous connaissez, mais il y a un petit jeu de cartes qui a été fait par une association jusqu'à la mort, j'accompagne la vie. oui, oh là là, oui. Oui, Vous à vos souhaits, l'avez ouais, à vos à vos souhaits. souhaits et je le trouve très très inspirant parce qu'il y a plein de choses auxquelles on pense pas spontanément. Oui, Voilà, voilà, je parle, je le trouve très inspirant pour commencer même en jouant ou pas en jouant, mais en tout cas de se oui, représenter de ce qui peut être mis dans les directives anticipées ou de se projeter dans ce moment-là Oui, tout à fait. particulier d'une Attends, je vais vie. le montrer, non? Mm. d'ailleurs, en fait, sur Je vais les le chercher. directives anticipées, pour rejoindre ce que vous dites, parce que c'est un sujet souvent qu'on aborde avec en fait aussi bien les professionnels que le grand public, les directives anticipées. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à les appréhender, à comprendre un petit peu, parce que ce qu'on peut retrouver sur Internet, c'est vraiment un document qui fait plusieurs pages et où il y a deux possibilités. Soit on peut Mm. remplir on va dire la partie, je crois que c'est la partie 1 ou la partie 2. La partie 1, c'est quand on est dans une situation où on se porte parfaitement bien et que simplement on veut écrire ces directives anticipées. Dans le second cas, c'est qu'on est dans une situation de fin de vie et qu'on veut les rédiger. Donc en effet, il y a des questions qui sont peut-être un petit peu différentes. En revanche, il y a beaucoup d'outils. Donc, le jeu de cartes, en effet, dont vous Oui, nous parliez, on a juste ici qui ressemble à ça pour ceux celui-là, qui ne le voilà. connaissent pas. Et puis après, il y a également d'autres. Par exemple, il y a Santé BD qui propose de faire, qui a fait en fait, qui a créé les directives anticipées, une explication des directives anticipées sous forme de petites BD où on choisit finalement, on peut le faire en ligne, où on choisit si on est un homme ou une femme, voilà, et où ça va expliquer les grands concepts en fait qu'on va retrouver dans le document. Donc ça peut être un petit peu plus facile à aborder parce que c'est quand même déjà, c'est un sujet difficile et puis en plus, les termes ne sont pas toujours évidents. De savoir vraiment comment on se projette sur sa fin de vie, ça peut être un petit peu difficile. Je vois que dans le chat, quelqu'un dit est-ce qu'on pourra recevoir par mail votre présentation? Et évidemment, on pourra la transmettre et vous l'aurez sans souci. Oui. Je voulais en profiter, enfin, on voulait en profiter pour vous montrer du coup certains documents que vous pourriez retrouver sur le site. Donc notre site qui est parlonsfindevie.fr. Il s'appelle pas Centre National, mais voilà. Dessus, en fait, il y a de nombreuses productions qui permettent vraiment d'informer toutes les personnes sur à la fois les droits, mais aussi sur les dispositifs qui existent. Et donc, pour vous donner quelques exemples, il va y avoir à destination du grand public ce type de document qui est une infographie qui reprend vraiment les dispositifs dont on vient de parler. C'est téléchargeable en fait, c'est pas forcément que en format papier. Vous avez le même qui va être à destination des professionnels de santé. Et puis tout à l'heure, ma collègue Gabrielle, elle vous parlait aussi du petit guide qui est sorti en octobre, qui est Être un proche aidant. Donc ça, pareil, il est aussi téléchargeable et c'est un outil dans lequel on peut en effet avoir aussi des éléments et sur la prise en charge de la personne, mais aussi sur les aides, les ressources qu'on peut trouver. Donc voilà, c'est ce type de document que vous allez avoir. Vous aurez aussi également des focus très spécifiques sur certaines situations, sur typiquement la procédure collégiale, ce que c'est, sur l'arrêt de l'alimentation et de la nutrition. Voilà, ce type de sujet. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour aller voir un petit peu ce qui pourrait vous renseigner au mieux en fonction de la situation de chacun. Alors moi, j'ai encore une remarque ou une question, je sais pas, mais je me disais, il y a la question de former les professionnels accompagnés dans la fin de vie, les directives anticipées, etc. Et on voit bien que il y a beaucoup d'endroits où c'est pas encore très au clair pour les professionnels dans les services. Ils peuvent être un peu en difficulté quand on les interroge. Moi, j'ai expérience de, ah bah, vous êtes hospitalisé en ce moment sans être en fin de vie, hein. Euh, Mhm. c'est l'occasion de parler de directives anticipées, c'est marqué dans le dossier. Vous pouvez vous adresser à l'équipe et quand on s'adresse à l'équipe, l'équipe est complètement démunie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu systématisé, mais qui est pas toujours encore très au clair. Peut-être qu'il y a une formation à faire. Et je me disais, et dans l'autre sens, est-ce qu'il y a aussi besoin de formation dans les équipes de soins palliatifs sur des pathologies un peu spécifiques, comme dans les maladies neurologiques et évolutives? Et je pense aux maladies à prions, parce qu'on a discuté de ça avec une association récemment, qui peuvent évoluer très très vite Oui, et qui sont pas toujours très adaptés. Enfin, ça colle pas forcément au protocole des soins palliatifs ou des choses comme ça. Donc, je me demandais s'il y avait aussi de l'autre côté un besoin parfois de plus de dialogue ou de formation sur des pathologies qui ont un tout à profil fait. particulier dans l'évolution.
Bah effectivement oui, et ça ferait partie en fait de la formation continue et Mhm. c'est vraiment ce sur quoi la stratégie décennale insiste aussi, c'est vraiment le renforcement de cette formation initiale et continue. Ouais, dans les deux Euh, sens, du coup. ouais, Mm. pour pouvoir se former tout au long de tout au long, enfin voilà, tout au long du parcours et puis justement comme vous dites, se former sur ces pathologies et les sortes de ces pathologies. Ouais. Mhm. Mm. Alors, je vois juste qu'il y a, donc j'ai vu la main levée, je vois quelques petites questions aussi dans le chat. Donc, où peut-on trouver le jeu à vos souhaits? Donc, en fait, il est disponible, enfin, on peut se le procurer en ligne quand vous tapez simplement dans la barre Google jeux de société à vos souhaits. C'est vraiment, vous le trouvez sur plusieurs sites. C'est fait par les presses universitaires de Grenoble. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez le retrouver. Il y a pas mal d'établissements qui l'ont aussi Mhm. mais ça, je saurais pas vous dire exactement dans lesquels il y est. Et ce jeu est évidemment un jeu plutôt, on va dire, de société. Donc, il n'y a pas la nécessité de l'utiliser avec un professionnel spécialisé en soins palliatifs. C'est pas du tout le but de ce jeu. Il est vraiment avec des cartes qui sont assez faciles à utiliser. Et puis, c'est vraiment plus pour aller parler de certains sujets dont on parlerait pas sans ces cartes finalement. Donc ça va vous aider avec des illustrations, avec des courtes phrases, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique pour pour se faire à ce jeu. Ouais. Voilà. Donc oui, une main levée, oui. Oui. Oui, Madame Claire de Séverac. Oui, euh, il me semble que pour les directives anticipées, euh, et pour l'ensemble, c'est peut-être intéressant de vraiment y réfléchir au sein des associations de patients. Mhm. Parce que quand on les rédige, par exemple sur les modèles services publics en ligne, c'est très général. Alors, il peut y avoir des modèles faits, par exemple, par les équipes de réanimation qui peuvent être extrêmement précises, mais nous, on connaît aussi les moments qui peuvent poser question Mhm. au niveau, quand on est, alors bon, nous, la PSP, il y a une issue fatale, un pronostic qui est assez rapide. Et on peut avoir, moi j'ai encore aujourd'hui, j'ai eu des questions sur mais comment ça se passe, à quoi il faut être attentif, etc. Je trouve que c'est intéressant que les associations de patients proposent, se saisissent pour dire bah oui, il y a des points sur lesquels ça peut être Oui. utile de réfléchir. Y compris bon, dans le PNDS, le Programme national de diagnostic et de soins, on parle de la gastrostomie en disant que ce n'est pas recommandé, mais ça fait Mhm. partie des questions qui peuvent être extrêmement préoccupantes Mhm. pour les malades et pour les familles. Et je trouve qu'il y a aussi dans votre présentation sur les soins palliatifs, quand on est dans ces maladies qui sont orphelines, sans traitement, en fait, très souvent, et encore j'ai eu aujourd'hui la remarque, bon, j'étais sur une réunion d'association à la Timone, et beaucoup de personnes ont en tête les soins palliatifs, c'est vraiment la fin de vie, alors que quand on peut faire contacter à ce moment-là les plateformes mobiles de soins palliatifs et même vraiment quand la situation s'est bien dégradée, souvent au moment d'élocution ou de problèmes de déglutition, mais bien avant. Voilà. Et que Mhm. ce temps d'accompagnement, comme vous l'évoquez, c'est vraiment important. Il y a levé des inquiétudes et des peurs sur quand solliciter. Parce qu'effectivement, l'accompagnement est majeur. On est Ouais. dans des situations où les peurs sont extrêmement importantes. Voilà. Et Ouais. je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment formidable avec ces étapes de dire on peut faire les directives anticipées suffisamment tôt pour Mhm. pouvoir effectivement Oui. y réfléchir et puis les améliorer, les reprendre, hein, puisqu'on peut le faire jusqu'à la fin. Voilà. Oui. Et puis, effectivement, toute l'aide que peut apporter l'accompagnement par des plateformes mobiles de soins palliatifs. Ouais. Pour nous, dans notre cas, mon mari venait, le médecin venait tous les 3 mois au début, donc c'était, voilà. Donc, Mhm. c'est des choses qui peuvent être utiles. Mm.
Ouais, vous soulignez un point très important, merci beaucoup, c'est l'anticipation. Mm. Pendant longtemps, on a finalement pensé les soins palliatifs assez tardivement dans la prise en soin des patients. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de les voir de manière on va dire, très anticipé pour que toute la prise en soin soit vraiment conforme et que déjà tous les professionnels puissent intervenir s'il y a besoin et puis que le patient soit au mieux en fait. Donc voilà, c'est vraiment cette anticipation qui a été aussi qui est absolument essentielle en fait. Et merci d'avoir souligné aussi ça. Pour la question de Monsieur Éric Dépiné dans le chat, donc, dès le début de la maladie, j'ai signé un mandat de protection future. Est-ce que je Mm. dois désigner à nouveau une personne de confiance? Alors oui, c'est vraiment une question qui nous revient souvent, donc merci de la poser. Effectivement, en fait, la personne de confiance et la personne que vous avez désignée pour ce mandat de protection future, ce sont deux personnes différentes. Ça peut être la même personne, vous pouvez choisir de désigner la même personne, mais ce ne sont pas du tout les mêmes rôles. Euh, donc la personne de confiance, elle aura vraiment ce rôle-là de vous accompagner dans le parcours médical et de transmettre vos volontés, mais ça se cantonnera à ce rôle-là. Donc vous pouvez en désigner une nouvelle et qui sera différente de celle du mandat de Mm. protection future. Mm. Mm. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Je voulais juste dire à toutes les personnes qui ont assisté au séminaire aujourd'hui que, bien évidemment, on leur renverra donc du coup la présentation et on Mm. remettra dans le mail d'envoi toutes les ressources que vous avez citées avec les références. On D'accord, oui. remettra votre site internet, Le mail de Parlons fin de contact vie, aussi. Mm. voilà le nom du jeu, où se le procurer, etc. Un maximum d'informations. On pourra revoir ensuite avec Léa et Gabriel Oui, oui. ensemble pour vous donner le maximum de ressources qui ont pu être Mhm. évoquées dans Mm. cette présentation afin que vous ayez tout dans le mail récapitulatif. Donc, C'est ça. ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. On ne le mettra pas en ligne sur le site de Brain Team. On le réservera du coup aux gens qui ont assisté aujourd'hui à la présentation pour pas que ça arrive comme ça de manière abrupte dans un mail d'une personne qui n'aurait pas assisté à ces Mhm. échanges. Voilà. Bien sûr. Et puis nous, voilà, on reste vraiment à disposition si vous avez la moindre question qui vous vient même après cette soirée, Oui. si ça vous vient dans la semaine ou dans les prochaines semaines ou mois. Et si voilà, si vous, surtout si vous voulez approfondir certains points, parce que voilà, c'était une présentation assez générale en fait sur le Mm. cadre, mais on peut tout approfondir à ce sujet. Donc, Mm. Mm. Oui, en fait, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est introduire un peu toutes ces notions d'une manière un petit peu globale et mhm, non forcément fouillée. Et après, si vous, du côté des associations de patients, des aidants ou des professionnels de santé qui êtes présents ici ce soir, vous souhaitez en fait Ah, que l'on organise un séminaire complémentaire un peu plus ciblé sur une thématique précise ou certains aspects de ce qui a pu être évoqué ce soir, vous n'hésitez pas à revenir vers nous et on verra avec Léa et Gabriel si on mhm. peut réorganiser un autre webinaire, pareil, d'une heure, à un autre moment de l'année, qui aborde certains sujets spécifiques qui nécessiteraient un temps d'échange un peu plus conséquent. Donc, n'hésitez oui. pas à revenir vers nous avec votre suggestion et on essaiera de s'adapter à vos côtés. Pour Nati qui demande dans le chat où est-ce qu'on peut se procurer le format papier du document des proches aidants, vous pouvez soit nous appeler à la plateforme, donc le numéro qui est sur notre site, ou nous envoyer un mail sur l'adresse mail contact avec l'adresse destinataire et votre adresse et on pourra vous en procurer un. Voilà, s'il n'y a pas davantage de questions ou de remarques, on peut clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à vous tous pour votre écoute et puis vos remarques et vos questions à la fin, en espérant vous avoir éclairé au maximum. Oui. Je crois. Merci à toutes les deux pour Merci. ces présentations qui sont très claires. C'est ce qui transparaît dans les commentaires du chat et je rejoins ces commentaires. Un grand merci à vous deux et à très bientôt peut-être alors. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, à Bonne bientôt. soirée à tous. Au Merci. Merci revoir. beaucoup, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci. Merci.